Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 390e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 390e édition, nous avons retenu pour thème le professionnel du droit entre le droit à la justice et l'éthique. Un thème bien opportun, vu l'importance de la justice dans les rapports entre les hommes. Pour avoir cette émission, nous avons à la fois le plaisir et le privilège de partager le plateau avec, un habitué de l'émission et quelqu'un qui est conseiller à cette émission et qui fait du bien sans faire de bruit. Eh bien, c'est un homme de loi, c'est un professionnel, c'est un chercheur. D'ailleurs, il a écrit plusieurs articles à travers la revue du barreau. Eh bien, je veux citer Maître Franck S. Vaneus. Maître Vaneus, bienvenue à notre émission. Merci encore une fois de me recevoir à cette émission et merci aussi aux téléspectateurs, téléspectatrices, techniciens et professionnels de Télé Guinée qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes pour cette émission. Merci. On prend une pause. On vous revient. Nous rappelons à tous ceux qui sont intéressés à l'ordre des comptables qu'il y a des inscriptions ouvertes en son local de 9h à 4h PM. Donc ceux qui voudraient intégrer la corporation, eh bien, ils peuvent le faire de 9h à 4h PM. L'ordre organise aussi des séminaires, des cours de formation et il y a un événement mensuel qu'on appelle le jeudi mensuel du comptable. C'est un événement qui est ouvert au grand public, aux étudiants, aux chercheurs. Eh bien, c'est l'occasion pour tout le grand public de participer à cet événement qui correspond toujours au dernier jeudi du mois. À chaque émission également, nous apportons quelques conseils. Eh bien, nous attirons l'attention sur l'obligation qu'a toute institution, qu'a toute entreprise de déclarer les sommes versées à des tiers. C'est-à-dire, toute entreprise ou institution, qu'elle soit publique ou privée, eh bien, la loi fait obligation de déclarer les sommes versées sous forme de salaire, d'honoraires, de loyer,
d'intérêts, de dividendes, etc. Et cette déclaration est à produire, elle doit être produite à la Direction générale des impôts et ça permet à l'administration de faire le recoupement d'informations de manière à s'assurer de la sincérité des déclarations des tiers. Et bien cette déclaration, elle s'appelle le témoignage. Donc, ça veut dire que l'administration dispose de suffisamment d'informations pour s'assurer de la sincérité des déclarations des déclarants ou des contribuables. À cette émission, qui a pour thème le professionnel du droit entre le droit à la justice et l'éthique, nous pensons que vous aurez un temps vraiment assez riche avec un chercheur de la Melvaneus. Et la première question à André Melvaneus, comment peut-on présenter Melvaneus? Je ne sais pas, comme je suis aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus un apprenti philosophe qu'un avocat. En ce sens que le philosophe se questionne un peu sur tout ce qu'il y a dans son environnement, sur la vie, sur les véritables raisons qui font que telle chose arrive et pas telle autre, et les conséquences de nos actes, tandis que l'avocat, lui, quand il intervient ou qu'il prend la parole, il le fait surtout en vue de défendre les intérêts de quelqu'un. Donc, son ministère, si vous voulez, est un peu forcé, et tandis que le philosophe, lui, demeure un homme libre. Donc, je suis à la fois un homme libre et un peu, une fois de temps en temps, en tant qu'avocat, un homme qui défend la cause de son client. Eh bien, donc une liberté conditionnée. Bon, la liberté en général, puisque c'est circonscrit à la fois dans le temps et dans l'espace, elle peut être toujours conditionnée, mais pas conditionnelle. Conditionnée, parfait. Melvaneus, pour permettre à tous ceux qui regardent l'émission de bien comprendre, il y a différentes branches du droit. Il y a différents domaines d'intervention de l'homme de loi aussi. Donc, permettez à notre auditoire de comprendre les branches du droit et aussi les différentes spécialités qui permettent à un avocat de fonctionner ou d'exercer. Donc, assez rapidement, aujourd'hui en Haïti, parce que c'est tellement difficile de voir ça d'un point de vue global, mais en Haïti, nous dirons que vous avez, par exemple, très rapidement, des pénalistes, c'est-à-dire que des gens qui plaident presque tout le temps des dossiers pénaux, défendent ceux qui sont en prison, qui sont accusés de vol, de viol, de kidnapping, etc. Vous avez les civilistes, ce sont des gens qui défendent les dossiers fonciers en général, histoire de loyer. Vous pouvez rencontrer aussi des gens qui sont des spécialistes en droit des affaires. Ils montent les sociétés et représentent leurs clients à chaque fois qu'il y a un conflit ou qu'il survient un différend quelconque entre les actionnaires au sein de la société, ou éventuellement ces gens-là peuvent intégrer la clause compromissoire qui permettent aux actionnaires de ne pas se rendre aux tribunaux, mais d'aller de préférence dans les modes alternatifs de résolution des conflits, arbitrage, conciliation. Puis vous avez d'autres qui font du droit public. Ça peut être le droit administratif pur, quand il y a un problème quelconque entre l'administration et un particulier surtout, ou bien entre un particulier et l'État dans l'exercice d'un contrat, ou lorsque l'État révoque un de ses membres, etc., on peut toujours, un fonctionnaire si vous voulez, on peut se référer à la Cour supérieure des comptes, mais il y a encore la possibilité d'aller par devant les tribunaux de droit constitutionnel, les tribunaux électoraux lorsqu'il y a élection, pour tout conflit éventuel. Donc, il y a, si vous voulez, différentes spécialisations. Mais ce qui arrive en Haïti, puisque nous n'avons pas véritablement des écoles de droit spécialisées, presque tous les avocats haïtiens au départ sont des généralistes et ce n'est qu'avec le temps que quelques-uns deviennent des spécialistes en droit administratif, en droit constitutionnel et en droit pénal, si vous voulez. Mais sinon, tout le monde touche à tout. Et c'est pourquoi moi j'aime dire, pour répéter un peu professeur français, c'est qu'aujourd'hui, l'avocature, c'est une profession solitaire qu'on ne peut plus faire seul. Parce qu'il y a tellement de spécialisations que fort souvent, on est obligé de faire appel à d'autres compétences pour compléter nos manques. Voilà. Très bien. Donc, il y a plusieurs spécialités. Ceux qui, en principe, ne font pas de l'avocat, en général, ils sont toutistes. Non, c'est clair. L'avocat ne peut pas être un toutiste, même si, comme je le dis, Haïti étant ce qu'il est aujourd'hui,
chacun est obligé une fois de temps en temps, par exemple, on peut avoir un dossier au correctionnel, plaider ce même dossier, et en même temps avoir un dossier par devant le juge des référés, qui est le juge de l'urgence par excellence, plaider aussi, et rédiger des actes pour des sociétés. Certains peuvent le faire. Ce n'est pas compliqué, mais il advient un moment où il faut vraiment des connaissances très pointues dans ce domaine, et à ce moment-là, on est obligé de faire appel à des spécialistes. Ce n'est pas qu'il n'y en ait pas. Ce qui arrive, c'est que suivant le degré de difficulté auquel on fait face, suivant celui qu'on a comme contradicteur, on peut toujours essayer de prendre d'assaut, si vous voulez, hein, d'utiliser cette expression, mais à un moment donné, lorsque ce sont de véritables avocats, de formidables machines de guerre qui sont aux prises, il est important que l'on ait des compétences précises et à ce moment, on est obligé de faire appel à ceux qui maîtrisent beaucoup mieux tel domaine par rapport à tel autre. Très bien. Alors, il y a plusieurs types de tribunaux aussi. Bien sûr, et bien sûr. Vous avez parlé du tribunal des référés. Permettez à l'auditoire de comprendre ce qu'on appelle le tribunal de référé et dans quelle situation on peut faire appel à un tribunal de ce genre. En principe, le référé, c'est à l'intérieur du tribunal de première instance de toute juridiction, il y a le juge de l'urgence. En principe, c'est le doyen. Mais le doyen, une fois de temps en temps, peut déléguer une partie de ses compétences à un juge qui est là pour cela. On appelle le juge des référés. Qu'est-ce qui arrive, par exemple? Je vous donne un exemple très simple. Si vous avez un cas de garde d'enfants, par exemple, un couple qui se sépare et que, suite à la séparation ou pendant la séparation de fait, par exemple, l'un ou l'autre des conjoints espère avoir la garde de l'enfant. Donc à ce moment, au lieu d'aller au tribunal de première instance, à proprement parler, dans le délai de la loi qui serait de 8 franches, qui va nous donner à peu près 17 jours, eh bien, on va voir le juge des référés, puisque c'est le juge de l'urgence, et en un jour franc, donc 3 jours ordinaires, ou par dérogation, le doyen peut vous permettre d'assigner d'heure en heure. À ce moment-là, on va directement voir ce juge qui a plénitude de compétences dans cette matière spécifiquement. Le juge entend l'affaire et voit en fonction de la qualité des parties, mais en fonction de l'intérêt aussi supérieur de l'enfant, puisque la loi sur la Convention sur les droits de l'enfant privilégie d'abord qu'on remet l'enfant aux parents qui peut en principe prendre le soin le plus, ou bien on essaie de trouver une garde alternée pour permettre à l'enfant de pouvoir mieux s'épanouir. Donc, tout se fait dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Par exemple, si vous avez un conflit quelconque où il y a nécessité, dès lors que vous pouvez préciser l'urgence, à ce moment-là, on va voir le juge des référés. Pour tout ce qui a urgence, qui ne peut pas attendre 8 jours francs, qui donnerait 17 jours. Donc, ce temps-là est assez long. À ce moment-là, on est allé voir le juge. De la même manière, on peut aller voir le juge des référés aussi, s'il y a quelqu'un qui est en détention préventive prolongée et que soit le commissaire du gouvernement ou un juge de paix ou au niveau de la police, on refuse de permettre à cette personne de voir son juge naturel. À ce moment, on sollicite du doyen, on fait un recours préventif, on va voir le doyen et lui, il peut autoriser ou non qu'on lui amène le corps. C'est ce qu'on appelle la procédure en habeas corpus, qui veut dire amenez-moi le corps de cette personne, donc qu'on puisse entendre les raisons pour lesquelles vous n'avez pas amené cette personne par devant son juge naturel, indépendamment du fait qu'on lui reproche telle infraction donnée. On ne parle pas de l'infraction, mais on se pose la question, quelles sont les raisons qui vous ont poussé, vous, autorité policière ou judiciaire, à ne pas amener cette personne devant son juge naturel. Voilà. Très bien. Alors, juge des référés veut dire urgence, même extrême urgence. Oui. Décision rendue. En principe, dans les 24 heures, oui. En principe, dans les 24 heures, on fait le dépôt des pièces de juge dans sa décision. De la même manière, le juge peut décider, s'il est édifié, de rendre la décision séance tenante. Oui. Donc, dans les faits, ça se fait. Oui, ça se fait. Et même chez le doyen, un dimanche, le doyen, en ouvrant les portes de chez lui, en devenant juge des référés, peut rendre la décision même un dimanche. Donc, c'est pour vous montrer que le référé, c'est effectivement très célère. Mais on dit généralement, la justice, on traîne les pieds. Hein. Bon, ce qui arrive maintenant, c'est que je ne pense pas qu'il faille prendre la justice comme élément séparé d'un ensemble. La justice doit être prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un élément appartenant à un grand corps qui est la société. Et aujourd'hui, ce n'est pas la justice qui traîne les pieds, ce ne sont pas les professionnels du droit qui posent problème dans l'exercice de leurs fonctions, c'est l'ensemble de la société haïtienne qui est dysfonctionnelle. Nous avons des problèmes sociétaux qui nécessiteraient des réponses globales au niveau de la société et on ne peut pas considérer que d'un point de vue macro-juridique, un avocat va pouvoir changer grand-chose sur le micro-juridique, un avocat va pouvoir changer grand-chose d'un point de vue macro-sociétal. Ce n'est pas évident. Donc, il faudrait pouvoir
enfin, prendre tout globalement et à partir de là, circonscrire, bon, voilà pourquoi l'avocat ne peut pas agir ainsi, voilà pourquoi le médecin ne peut pas le faire, voilà pourquoi tel professionnel, l'ingénieur ou l'arpenteur ne peut pas agir de la sorte, parce que finalement, c'est l'ensemble du pays qui a un problème aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement un groupe de professionnels. Tout à fait, je suis d'avis également. Mais alors, au niveau, par exemple, des différents tribunaux, comment ça se fait? Les voies de recours? En principe, lorsqu'on saisit un juge, essayons d'aller au tribunal le plus bas, c'est-à-dire le juge de proximité, qui est le juge de paix, celui que tout le monde rencontre tous les jours dans son quartier. Parce que c'était ça au départ, le tribunal de paix étant un tribunal d'exception, on l'a mis pour permettre aux citoyens d'avoir accès le plus rapidement possible à la justice. Donc le droit à la justice suppose avant tout que vous et moi, nous ayons des droits, tout citoyen a des droits de pouvoir faire appel à la justice en cas de besoin. Donc le juge de paix a été créé, si vous voulez, en ce sens. Donc quand on saisit le juge de paix, il y a plusieurs attributions. Il y a l'attribution gracieuse. Si vous parlez de voie de recours, donc on ne va pas considérer l'attribution gracieuse, on va de préférence prendre l'attribution juridictionnelle. Le juge de paix rend une décision, par exemple, en matière de troubles possessoires. Quelqu'un a un terrain, un autre essaie d'empiéter sur son terrain, ou bien décide de mettre, je sais pas, un camion de pierre sur le terrain. Donc, on décide de porter l'affaire par devant le juge de paix. Il rend une décision quelconque. Cette décision est rendue, on peut exercer une voie de recours. On va par devant le tribunal de première instance, jugeant ses attributions de tribunal d'appel, de cour d'appel, mais en fait, c'est pour les sentences du tribunal de paix. Donc, c'est une première voie de recours qu'on peut exercer. Si jamais cette voie de recours n'aboutit pas, la partie qui se sent lésée peut encore une fois interjeter et aller en appel, faire une autre voie de recours, aller en cassation pour dénoncer cela. Donc, il y a différents recours qu'on peut faire à chaque fois différents recours que l'on peut exercer, à chaque fois que cela est nécessaire. Mais, ceci dit, si on n'est toujours pas satisfait, il y a toujours possibilité, les avocats bons procéduriers trouvent toujours moyen de faire revenir la notion. Et c'est ainsi, par exemple, vous pouvez tenter une action en justice, ne pas être satisfait, décider, par exemple, puisque vous êtes marié sous le régime de la séparation des biens, votre épouse n'étant pas là au moment où vous avez tenté cette action, vous pouvez toujours essayer de reprendre, ou bien la personne qui vous a instancié, vous avez pris fait et cause, ou a omis de mettre le nom de votre épouse dans le cadre de cette action, même si vous perdez jusqu'en cassation, vous pouvez toujours revenir par devant le tribunal de première instance pour dire que, on m'a appelé moi, maintenant ma femme a décidé de faire une tierce opposition parce que, étant donné qu'on est commun en bien, on aurait dû l'appeler elle aussi, puisque la personne qui nous a instancié n'a jamais mis le nom de mon épouse dans son acte, donc elle revient, et peut-être qu'à ce moment-là, le juge va pouvoir revoir l'affaire in globo et prendre une autre décision, ou peut-être que c'est un autre juge qui va auditionner et décider différemment selon le cas. Donc, on peut exercer la voie de recours suivant qu'on est par exemple devant le tribunal de première instance, ensuite on interjette appel, après on peut exercer un pouvoir par devant la Cour de cassation, et comme je dis, il y a moyen toujours de revenir. Si la Cour casse la décision, donc possibilité de revenir par devant la Cour de cassation encore une fois. Et à la deuxième fois, la Cour de cassation à ce moment-là devient juge à la fois de droit et de fait, puisque le premier recours en cassation, on le fait uniquement dans l'intérêt de la loi. À ce moment, les juges de la Cour de cassation ne tranchent pas sur les faits, mais tranchent sur les violations de la loi ou du droit, si vous voulez. Mais pour un second recours, il est plus aisé pour la Cour à la fois d'être juge de fait et de droit, et à ce moment, la Cour évalue l'affaire sous toutes ses coutures. Très bien. Mais alors, si on parle de la Cour de cassation, et on parle aussi des conflits en matière de droit public, et est-ce que la Cour de cassation, elle coiffe les deux ordres de juridiction? Bon, par exemple, s'il y a un problème au niveau de la Cour des comptes particulièrement, c'est encore la Cour de cassation qui sert de tribunal de recours. Bon, en principe, on le fait, mais disons très simplement. Nous n'avons pas véritablement deux ordres de juridiction, et je dis tout de suite pourquoi. Il devrait y avoir un ordre juridictionnel avec un ordre administratif d'un côté et un ordre judiciaire de l'autre. Mais dans les faits, non, puisque c'est la Cour de cassation qui coiffe tout. Or, les juges de la Cour de cassation, ce sont les juges du judiciaire. Donc, de ce fait, dans les faits, on se rend compte bien que nous n'avons pas deux ordres de juridiction, puisque peu importe ce qui se fait
où il y aurait peut-être eu une différence quelconque, in fine, les juges judiciaires auront toujours le dernier mot, puisque lorsqu'on porte un dossier par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'arrêt rendu par ces magistrats peut être réformé par la Cour de cassation de la République. Et à ce moment-là, il se pose un problème, vraiment, un gros problème, puisque déjà dans la formation même de la Cour supérieure des comptes, ce ne sont pas forcément des juristes qui deviennent juges à la Cour supérieure des comptes, il se pose un problème. Mais ensuite, lorsque ce tribunal, cette juridiction, entre guillemets, qui est spécialisée, parce que ce sont des gens qui devraient être férus de droit public, droit administratif, droit constitutionnel, etc., droit fiscal et tout le reste. Bon, ils prennent une décision et cette décision peut être réformée par les juges judiciaires qui ne sont pas tout à fait férus de droit public en général, puisque pour faire du droit public, il faut de longues années de pratique et écoutez, c'est ardu de pouvoir étudier le droit public à proprement parler. Donc, lorsque ça arrive, on se rend compte qu'il y a un dysfonctionnement qu'il faudrait tôt ou tard que la loi puisse corriger. Parce qu'aujourd'hui, les deux ordres de juridiction n'existent pas véritablement, mais pire, nos juges ne sont pas assez spécialisés dans certaines questions. Et même au niveau de la Cour de cassation, ils ne disposent pas de suffisamment de bras. Aujourd'hui, la Cour de cassation, c'est quoi? 9 membres. Peut-être qu'il faudrait avoir 30 membres. À ce moment-là, peut-être qu'on aurait pu avoir des commissions spécialisées, des chambres, si vous voulez, au sein de la Cour, chambres matière pénale, matière urgente, matière civile, matière correctionnelle, matière criminelle et peut-être évidemment matière de droit public ou droit administratif pur ou droit constitutionnel pour les recours lorsqu'on fait des recours en matière électorale exactement. Donc, les juges de la Cour de cassation, on disait au début de l'émission que l'avocat ne peut pas être un toutiste. Pourtant, le juge haïtien est un toutiste. Il est obligé de tout savoir. Donc là, c'est un inconvénient. Bien sûr, c'est un gros inconvénient, même pour les juges eux-mêmes, parce que souvent, ils sont obligés de décider sur des matières qu'ils n'ont pas étudiées à l'école et qu'ils découvrent. C'est vrai que le droit administratif, si vous voulez, c'est un droit très prétorien, c'est-à-dire que c'est dans les prétoires, si vous voulez, que l'on apprend véritablement le droit administratif, que cela se développe véritablement. Mais ça pose justement un problème, parce que celui qui a étudié pendant 3, 4, 5 ans, le droit administratif à l'école possède des connaissances théoriques générales, mais lorsqu'il entre dans la sphère pratique, lui, il découvre la manière de la saisine du tribunal au niveau administratif qui ne se fait pas comme la saisine du tribunal tout ordinaire, tout court, puisqu'il y a un délai pour le faire. Il y a aussi cette possibilité pour qu'en le faisant, on puisse se tromper dans la manière de saisir, etc. La plaidoirie aussi ne se fait pas comme cela se fait devant les tribunaux ordinaires. Or, imaginez que le juge administratif qui m'auditionne n'a pas toutes ses compétences en matière de droit public. Comment est-ce qu'il va me comprendre? Est-ce qu'on ne se retrouve pas en face de deux êtres qui parlent deux langues étrangères? On ne se comprend pas. Mais alors, M. Valerius, on voit l'interprétation d'un texte de loi. On a l'impression qu'il y a autant d'interprétations que d'intervenants que de lecteurs. Est-ce que ceci ne rend pas, je dirais, compliqué je dirais, la défense même d'un justiciable? En fait, ce qu'il faut aussi se dire très vite, M. Payan, c'est que lorsque le législateur prend un texte de loi, le texte, même s'il s'applique à l'ensemble de la société, comme on le dit à l'article 111, je pense, de notre Constitution, la loi est faite dans l'intérêt de l'ensemble de la société. Elle porte sur l'avenir, c'est général et impersonnel, tout ce que vous voulez. Mais le texte est destiné au juge. Peu importe ce qu'on dit dans le texte de loi, celui qui peut interpréter, celui qui peut veiller véritablement à l'applicabilité du texte, c'est le juge. C'est le juge. Donc, lorsqu'il y a un conflit quelconque et que 2 avocats, 20 avocats interviennent pour parler, chaque avocat peut faire sa propre lecture parce que l'avocat a fait une lecture à ce moment-là très, très, très intéressée. Mais le juge, lui, puisque la justice est représentée par une dame aux yeux bandés, le juge entend les voix, le juge entend ce qu'on dit des textes et le juge essaie de voir quel est à la fois l'esprit et la lettre du texte en question avant de pouvoir prendre une décision. C'est pourquoi donc le juge décide en fonction de la loi, du droit et de son intime conviction. Peu importe ce qu'on dit, à partir du moment où le juge a juridiction, il est obligé de juger. Et de ce point de vue, si nous sommes contre la décision qu'il a rendue, nous pouvons exercer les voies de recours sans plus. Très bien. Donc, puisque l'émission, c'est le professionnel du droit entre le droit à la justice et l'éthique.
l'avocat, comment peut-il apprécier une situation qui lui est soumise par, je veux dire, un justiciable? Tout d'abord, il faut Peut-il refuser au départ? Bien sûr, parce que j'allais vous dire que tout d'abord, il faut se dire que l'avocat, c'est un être humain. Donc, en tant que tel, il a grandi dans un environnement, il a des valeurs, il a sa subjectivité. Donc, l'avocat peut d'abord choisir ses dossiers. C'est évident, l'avocat ne prend pas tous les dossiers. Sinon, l'avocat n'en finira jamais. Il choisit ses propres dossiers et il choisit le dossier qu'il pense pouvoir gagner ou qu'il pense pouvoir mener à bien. Mais on dit souvent, il est défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il est défenseur de la veuve ou de l'orphelin. C'est une formule pour dire que l'avocat doit défendre avant tout et surtout les plus faibles. Les plus faibles. Oui. Très bien. Mais cela dit, tous les avocats ne sont pas des défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Il y a des avocats qui ne défendent que les grandes causes ou qui ne défendent que les causes perdues. En vous disant cela, moi je pense à Jacques Vergès qui avait l'amour de défendre les causes impossibles à gagner parce qu'il adorait ça et que souvent il s'en sortait très bien. Donc l'avocat n'est pas forcément aujourd'hui le défenseur de la veuve et de l'orphelin. N'oublions pas, ces formules datent de l'Antiquité. Donc on disait cela quand on vivait dans des villages. Aujourd'hui, nous vivons des mégapoles, des villes à 20, 30, 40, 50 millions de personnes. Donc, si les avocats devaient défendre toutes les veuves et tous les orphelins, ils ne prendraient jamais le temps de pouvoir vivre eux-mêmes. Comment pourront-ils faire pour gagner leur vie aussi? Très bien. Donc l'avocat peut refuser au point de départ. Bien sûr, l'avocat a le droit de refuser des dossiers. Si ces dossiers sont contraires aux préceptes, aux principes avec lesquels il a grandi. Dans sa conviction. Et ses convictions, justement. Écoutez, moi je ne défends pas. Je ne défends pas un homme ou une femme qui viole un enfant. Je ne défends pas ça. Et je l'ai toujours dit depuis que j'étais apprenti avocat. Moi, si j'ai la conviction que quelqu'un est kidnappeur, je ne le défends pas non plus. Si je prends un dossier de ce genre, c'est parce que je suis convaincu que mon client ne l'a pas fait. Si je suis sûr à 100%, je n'accepte pas ce dossier. Je veux dire, avant de refuser, l'avocat peut aussi avoir, je dirais, une conversation avec la personne intéressée. Vous évaluez, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous faites ce que font tous les avocats, une consultation du dossier. Le client vient ou sa famille, si le client est en prison, suivant le cas, eh bien, vous étudiez la question avec eux, vous leur demandez de revenir, histoire de prendre un peu plus ample d'informations autour de la question, puisque et puis à ce moment-là, en revenant, vous leur dites, moi j'accepte ou je n'accepte pas, ou je n'accepte pas, voici les conditions, mais voici les raisons, mais en même temps, je peux vous conseiller quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi dans ce domaine. Donc il y a cette latitude. Bien sûr, l'avocat a cette latitude. De toute façon, n'oublions pas que c'est une profession libérale. La profession libérale ne veut pas dire que vous n'êtes pas libre. On a cette liberté de choisir au point de départ. Bien sûr, on a toujours le droit de choisir. Mais alors, il y a aussi une pratique, à savoir le recours par devant, je dirais, les médias. Est-ce que cette pratique, qui est comme je dirais, un procès de rupture, où on cherche à gagner l'opinion du public, donc comment est-ce que vous-même, en tant qu'avocat, vous percevez cette pratique-là, qui tend à gagner du terrain, particulièrement chez nous? Bon, en principe, c'est venu, cette pratique, comme vous dites, a surgi. Le surgissement de cette pratique est arrivé à la fin des années 90, je pense, avec Jean-Claude Nord et Gérard Georges. Jean-Claude Nord et Gérard Georges. Et puis, ça a tendance à se proliférer. D'autres avocats, dont je ne vais pas citer le nom, puisqu'aujourd'hui, ils sont toujours membres du barreau, continuent de le faire. Mais il faut bien comprendre. Souvent, dans les couloirs du palais de justice, on en parle pour dire que est-ce que le Conseil de l'ordre ne devrait pas intervenir pour empêcher cela. Mais on se rend compte en même temps aussi que pour certains dossiers d'envergure nationale qui concernent l'ensemble de la société, souvent l'avocat n'a pas le choix dans certains cas. Parce que s'il reste circonscrit uniquement dans la défense au niveau du tribunal, il a toute l'opinion publique contre lui. Parce que dans les dossiers qui sont très médiatisés, il est évident que lui aussi, quand on descend son client dans la presse, il n'a pas le choix. Il faut qu'il le défende. Et cette défense ne peut pas se faire uniquement à travers le tribunal. Il faut aussi aller dans la presse. Parce qu'il y a des questions. Quand un journaliste vous sollicite, est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas le choix. Il est obligé, non pas de faire le procès au niveau de la presse, ce n'est pas ça l'intention, mais c'est de corriger les perceptions que l'ensemble de la société pourrait avoir sur son client. On a vu récemment la saga entre la mairesse de Tabar et son compagnon.
peu importe ce que font les avocats, ils n'ont pas le choix. Parce que déjà, la mairesse, c'est un personnage public. Elle a une vie publique qui est très connue. Donc, ces déboires sont relatés dans la presse. Ces avocats sont obligés, de toute façon, de faire une intervention une fois de temps en temps. Dans le cadre de son conjoint, lui non plus, il n'a pas le choix, puisqu'il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Donc, à ce moment-là, les avocats doivent seulement retrouver la meilleure formule pour garder ceux qui méritent d'être gardés pour le tribunal, mais une fois de temps en temps, ils sont obligés de faire quelques précisions dans la presse, ils n'ont pas le choix. Donc cette pratique-là peut aussi affecter, je pense, et le juge, peut influencer le juge. Ce qui peut arriver, je pense que les juges sont assez intelligents puisque ce sont des citoyens. C'est ce que je vous ai dit. Il faut surtout toujours prendre le droit dans le centre d'une société, dans sa globalité. On ne peut pas faire du droit en tenant compte uniquement du fait que les avocats vivent dans leur bureau et au tribunal. Non, l'avocat, c'est un citoyen. Il a une vie publique. Le juge aussi a une vie publique. Donc, le juge entend, regarde la télévision et se fait une meilleure idée aussi. Parce que, tiens, lorsqu'on plaide au tribunal, le temps de plaider est assez limité. Tandis que dans la presse, certaines choses qui se disent dans la presse peuvent permettre au juge d'avoir une meilleure perception aussi. Oui. Mais Vanéus, peut-on dire que les avocats sont des ennemis intimes? Non, le terme ennemi est très fort. Le terme ennemi est très fort. Je pense qu'entre avocats, nous sommes contradicteurs et nous sommes confrères. Dans ma carrière, je pense que avoir 16 ou 18 ans de carrière, il se trouve qu'il m'est déjà arrivé d'être contradicteur sur un dossier face à un confrère et sur d'autres de nous constituer conjointement. Donc, c'est ainsi, c'est la pratique, on n'a pas le choix. C'est comme au football. On peut jouer pour Chelsea aujourd'hui, Barcelone demain. Dans les faits, on a vraiment cette attitude courtoise? Pas toujours. Pas toujours. Non, pas toujours, c'est certain. En fonction de l'éducation de certaines personnes, il y a des personnes avec lesquelles vous avez des affinités simplement et d'autres avec lesquelles vous n'aurez jamais d'affinité. Vous rencontrez quelqu'un pendant une journée, vous avez l'impression que vous l'avez toujours connu et vous pouvez parler avec cette personne indéfiniment. Vous côtoyez d'autres pendant 20 ans et cette personne ne veut rien dire pour vous. Très bien. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, bien, vous suivez l'émission Le fonctionnement du droit, entre le droit, la justice et l'éthique. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 390e édition de la série OCPA Magazine. Émission qui a pour thème le professionnel du droit, entre le droit, la justice et l'éthique. Cette émission qui nous offre l'opportunité de discuter avec Maître Franck Vanéus, je dirais cet aspect important de la profession, à savoir l'éthique, le comportement, les contraintes du professionnel du droit, le droit aussi de refuser, on a si bien dit la liberté qui est conditionnée. Parfait. Mais M. Vanéus, l'avocat doit-il prendre fait et cause pour son client? Non, l'avocat, en général, l'avocat ne devrait pas s'identifier avec la cause de son client ou s'identifier à son client purement et simplement. Il reçoit un dossier, il fait le traitement de son dossier, il plaide son dossier, parce qu'en principe, l'avocat a, dans la défense des intérêts de son client, une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Donc, s'identifier au client revient à dire qu'on va tout faire, tout et n'importe quoi pour gagner le dossier. Alors qu'en fait, ce n'est pas cela. Certains dossiers peuvent être gagnés, d'autres ne sont pas gagnés.
parce que c'est ainsi. Donc, à partir du moment où on s'identifie, on ne devient plus avocat, on devient tout et n'importe quoi, sauf un avocat. Non, excusez-moi. Alors, est-ce que là, il n'y a pas une obligation de résultat par rapport au client? Les moyens, certes, les moyens, je dirais, professionnels, dans le respect de la loi, etc. Mais le client attend des résultats de l'avocat en tant que professionnel. Même si le client attend des résultats, ce qu'il faut se dire, quand on reçoit un dossier, en analysant le dossier, on suppute nos chances de gagner et de perdre aussi. Très bien. On le dit. À ce moment-là, il y a des dossiers, quoi qu'on fasse, on ne peut pas les gagner. Ce sont des dossiers perdus d'avance. C'est simple. Je peux vous donner des exemples. Si on prend un dossier pénal comme un parricide, quelqu'un qui a tué son père ou sa mère, l'article 277, je pense, du Code pénal nous dit que le parricide n'est jamais excusable. Très bien. Donc, si vous, quoi que vous fassiez, vous allez perdre. La seule possibilité, c'est que vous restez en prison et que le président de la République, un matin, peut décider de vous gracier, il commet d'abord la peine ou il vous gracie. Donc, il se peut qu'il y ait des dossiers qu'on ne puisse pas gagner. Et on est honnête. Cependant, il y a des dossiers aussi parce que l'avocat ne dispose pas des compétences qu'il faut, on peut le perdre aussi par la faute de l'avocat. Donc, dans tous les cas, le bon avocat connaît les limites de ce qu'il fait et maîtrise tous les aspects de sa profession. Il sait exactement à quel moment il n'est pas en force, à quel moment il peut gagner, sur quel bouton appuyer pour gagner aussi. Donc, c'est évident. Donc, on dit de l'avocat qu'elle est le vir bonus. Donc, là, ça veut dire quoi dans la pratique actuelle du droit? Aujourd'hui, on ne peut pas considérer l'avocat comme un gentilhomme. Pourquoi? Parce que ce qui anime la société aujourd'hui, c'est l'appât du gain. Il faut toujours avoir de l'argent. Aujourd'hui, dans le monde où l'argent est roi, eh bien, celui qui n'a pas d'argent n'est personne, ou presque pas grand-chose. Les exemples sont là. N'est-il pas, il y a une chanson qui est très à la mode depuis quelque temps, je pense que c'est Zinglin, c'est résultat compté. Quand on vit avec cette mentalité, il est évident que on ne peut pas faire de différence entre ce qui est mauvais, peut-être pas le bien, mais dans le sens spinoziste de l'expression, c'est ce qui est mauvais pour soi et ce qui est bon pour soi. Parce que le bien et le mal, de ce point de vue-là, ça n'existe pas. Je bois un verre d'eau, l'eau peut ne pas être bon pour mon corps. L'eau peut être bon pour mon corps, suivant que j'ai soif ou que j'avais déjà assez avalé, que mon ventre était rempli. Donc, l'avocat, lui, dans le contexte actuel, est beaucoup plus un matérialiste. C'est pourquoi, moi, je vous ai dit, je suis un avocat parce que c'est un travail que je fais. J'aurais pu être chauffeur de taxi, j'aurais pu être journaliste, j'aurais pu être un ouvrier quelconque. Moi, c'est un travail que je fais. Le philosophe, par contre, c'est ce que je suis, parce que c'est un art de vivre. J'essaie, dans chacun de mes gestes, de demeurer philosophe parce que je sais qu'il faut respecter chacun à partir de son humanité. L'avocat n'a pas d'humanité. Souvent, ceux qui sont avocats aujourd'hui, ce sont des êtres, en principe, qui vivent dans une forme de humanité, en ce sens qu'ils doivent gagner de l'argent tout de suite, et maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Dans l'instant, l'avocat devient beaucoup plus un matérialiste. Pas uniquement l'avocat ici, l'avocat en général. Donc, être un matérialiste, il fait tout pour gagner de l'argent. Point. Alors, je veux dire, par rapport à cette perception, cette orientation de la profession, comment est la justice alors? Maintenant, la justice. La justice, si vous voulez, c'est à la fois un service public, mais c'est aussi une pratique. C'est-à-dire que dans une société quelconque, lorsqu'il y a conflit entre les citoyens, ils se retournent vers des professionnels qui sont des magistrats, l'État, pour rendre justice, si vous voulez, à qui justice est due. C'est-à-dire pour satisfaire, pour dénoncer, pour sanctionner les inégalités ou les méchancetés dont ces personnes sont victimes. Mais la justice, elle est là. La justice ne peut pas évoluer en vase clos. La justice aujourd'hui en Haïti est à l'image du pays. Aujourd'hui, quand quelqu'un prête serment pour protéger la Constitution et la piétine, quand quelqu'un prête serment pour dire la vérité et ne le dit pas, eh bien, c'est compliqué. Et les récents événements montrent très clairement que un homme politique qui vient dans un espace public où des enfants vous empêchent de prendre la parole, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où vous et moi, nous n'avons plus la possibilité de parler, c'est que nous n'existons plus.
nous ne sommes plus personne. Maître Valuche, alors, quelle est l'importance, je dirais, des principes de morale, des principes d'éthique dans la pratique En du droit? principe, l'éthique, c'est l'éthique, si vous voulez, du latin, si on fait un peu l'origine, c'est equitus. Ça veut dire que c'est l'égalité, c'est l'idée de justice naturelle. Et cela, on grandit avec ça. C'est dans sa famille d'abord, c'est ensuite à l'école. Chaque personne a son éthique propre. Parce que l'éthique, c'est, si vous voulez, la justice dans les rapports privés. C'est ça l'éthique. C'est ce que moi je vois, ce que moi j'applique. L'éthique, ce n'est pas un corps de règles, comme on le dit. C'est une manière de vivre. Or, il se trouve que certaines personnes vivent pour elles-mêmes et vivent en marge des normes. Les avocats ne sont pas, pour la plupart, exempts de cette façon de faire, d'être. Et c'est pourquoi donc, si l'on prend l'éthique, certaines personnes seront toujours des gens éthiques en tout et pour tout, d'autres ne le seront jamais. Et le Conseil de l'ordre, à ce moment-là, peut-être, devrait pouvoir sévir. Mais je vous donne un exemple très simple pour vous dire. Dans le texte de 1979, il est dit que, de préférence, les avocats ne peuvent pas exercer des actes de commerce, ne peuvent pas être commerçants. Dans les faits aujourd'hui, qu'est-ce qui se Là, vous passe? parlez de la loi sur la profession d'avocat. Oui, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Il se trouve que les avocats font régulièrement des actes de commerce. Ceux qui sont les plus intelligents essaient de contourner en mettant leur conjoint, leur fils, leur fille, etc. Donc, à ce moment-là, il faudra, à mon sens, reviser ce texte. Parce que nous avons une coutume contre les games qui s'est généralisée dans toutes les professions, pas seulement dans l'avocature, mais dans toutes les professions de la basoche. Juge, avocat, notaire, arpenteur, huissier, tous font des actes de commerce. À ce moment-là, la loi, on sera obligé de reprendre tous ces textes de loi pour dire que, bon, écoutez, il faudra peut-être circonscrire, mais il faudra un peu aussi élargir le champ, puisqu'on parlait d'une profession où il y avait quoi, 20, 30, 40, 50 personnes comme avocats. Aujourd'hui, à Port-au-Prince seulement, nous sommes un peu plus de 3000. Alors là, il y a aussi possibilité nécessité, je pense, de parler aussi des auxiliaires, des huissiers particulièrement, rapport entre huissier, avocat, huissier, le public, etc. Comment ça se fait? Pour qu'on puisse bien comprendre. Encore une fois, partons du principe que chacun, dans sa vie personnelle, a une certaine perception dans la façon dont il doit agir et vivre avec les autres. Il y en a qui sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Mais il y en a qui ont une éthique simple, qui respectent tout le monde, peu importe qui vous êtes. À ce moment-là, vous trouvez des avocats qui considèrent les huissiers comme des frères et qui les respectent, qui leur demandent de travailler, mais qui en même temps savent qu'ils doivent payer et qui paient, ou qui entretiennent des rapports très cordiaux. Mais il y a d'autres avocats qui les exploitent aussi. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre aussi, l'huissier, quel est son rôle? L'huissier, c'est celui qui est appelé à apporter les actes judiciaires aux parties, mais c'est celui aussi auquel on fait appel pour exécuter une décision de justice. Lorsqu'il y a une décision de justice qui est rendue, c'est l'huissier qui vient avec le juge de paix, qui lui donne l'entrée des lieux, qui réalise l'exécution, et après il va enregistrer tous les actes, faire signer tout le monde, etc. Donc c'est un personnage extrêmement important dans la pratique du droit, dans dans l'accessibilité à la justice. Mais il se trouve que dans les faits, les huissiers sont des êtres humains comme les avocats et chacun agit en fonction de ce qu'il est véritablement. Toute la question est là. Si vous êtes un être exécrable, vous serez un professionnel exécrable. À n'en pas douter. Très bien. Mais alors, comment est-ce que l'éthique est prise en compte dans la formation de l'homme de loi? Est-ce qu'au niveau, par exemple, des ordres, il y a en phase sur l'éthique? Du temps où moi j'étais étudiant à la fac de droit, nous n'avions jamais eu de cours de philosophie du droit, par exemple. Donc, les questions morales n'étaient pas abordées, pas vraiment. Probablement, les curricula ont dû changer depuis, mais je pense que le barreau de Port-au-Prince, depuis quelque temps, fait un effort colossal pour permettre aux avocats d'avoir beaucoup plus le respect des règles de déontologie. Mais bon, cela dit, cet effort aujourd'hui est fait en aval. Alors,
on peut se poser la question, quelles sont les conditions de possibilité pour que les avocats en amont puissent avoir un comportement éthique? Parce que l'avocat, celui qui devient avocat, il est avocat à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans. Donc pendant 40 ans de sa vie, il a été ce qu'il a été. Est-ce que vous pensez que 3 heures de temps d'un cours d'éthique va changer quoi que ce soit dans sa façon d'être? Vous pensez ça? Un tout petit temps à partager quelques connaissances avec un ami, ça va changer grand-chose? Non. Parce que comme dit Spinoza, nous avons une propension à demeurer dans notre être. C'est notre qu'on a tous, à persévérer dans notre être, à être ce que nous sommes. Celui qui est voleur sera voleur toute sa vie, qu'il soit président de la République, sénateur ou député. Celui qui est un homme intègre, qu'il soit pauvre ou il sera intègre. L'arrogant est toujours arrogant, l'ignorant est toujours ignorant. Pas seulement ignorant parce qu'il ne sait pas, mais ignorant dans sa manière d'être aussi. C'est de ça dont nous parlons. Aujourd'hui, n'importe quel professionnel, on le voit. Moi, vous me parlez d'éthique là, mais ce qui me vient à l'esprit, comment peut-on être éthique dans une société où l'éthique n'existe pas? Ceux et celles qui sont éthiques, j'en parlais à mon mentor et ami, mon frère Dorval, et on a dit ça. Lui et moi, nous sommes des idiots. Parce que nous sommes peut-être les rares à pouvoir, c'est vrai, nous sommes des idiots, les rares à pouvoir vivre dans le respect l'un de l'autre, l'un avec l'autre. Je sais que je ne peux pas souffler un acte, je ne souffle pas un acte. Ce n'est pas parce que j'ai peur de ce que le conseil va faire, c'est parce que c'est contraire à ce que je suis. Celui qui a grandi dans cet environnement-là, il le fera toujours. Je sais que je ne peux pas entrer en collusion avec un avocat au détriment de mon client, je ne le ferai jamais, peu importe l'argent. Mais il y en a qui le font toujours. Je sais aussi que je ne peux pas mordre la main qui m'a nourri, je ne peux jamais avoir un comportement contre mon frère Dorval, contre Joseph Exhumé, ou encore contre Gervais Charles, parce que ces gens-là m'avaient ouvert les portes de leur cabinet. Quand on a un dossier ensemble, mon premier réflexe, le réflexe, c'est de les appeler. Écoutez, messieurs, j'ai un dossier, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous voir, mais je me déplace. Et on essaie de trouver une solution. Si je ne peux pas, moi, je dis au client, allez voir quelqu'un d'autre. Je ne vais pas me battre contre ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont aidé à un moment où j'en avais besoin, à un moment où je n'étais encore pas grand-chose. Oui, ça c'est la reconnaissance, la gratitude. Mais c'est aussi ça, l'éthique, c'est ma façon de vivre. Et c'est ainsi que j'ai grandi. Je ne vais pas changer, mais je connais des gens qui rêvent d'une chose, de se retrouver en face de celui qui les a permis de prendre leur envol dans la profession pour lui dire quelques vérités, mais sans tenir compte du fait que cette personne a été bon. Et en général, c'est en Haïti, celui qui vous déteste le plus, c'est celui avec lequel vous avez été le meilleur de vous-même, celui auquel vous avez donné le meilleur de vous-même. Plus vous êtes bon avec quelqu'un en Haïti, plus cette personne a envie de vous détruire. Oui, bon, mais alors, je comprends, mais alors, et au niveau de la profession, les voies de recours, par exemple, si quelqu'un est victime, par exemple, d'un acte Contre un avocat. avocat. Bon, à ce moment-là, c'est simple. Le Conseil de l'ordre fait son travail et je pense que depuis quelque temps, quelques-uns des conseils de l'ordre, je dirais récemment, dans l'histoire récente, 5-6 ans, font de leur mieux pour sanctionner, pour empêcher aux avocats de faire n'importe quoi dans la profession. C'est-à-dire que quand la personne lésée peut rédiger sa plainte elle-même, porter la plainte par devant au secrétariat du conseil, on va lui donner un rendez-vous, un conseiller sera mis à sa disposition pour exposer les faits, pour voir d'abord la véracité des faits, parce qu'on peut inventer aussi. Donc à partir de ce moment, si tout est correct, le conseil de l'ordre va appeler l'avocat en question, d'abord pour l'entendre, ensuite éventuellement faire une confrontation entre les deux pour voir où est la part de la responsabilité de l'avocat et si l'avocat est fautif, prendre les décisions, contraindre l'avocat d'abord s'il s'agit d'une somme d'argent que l'avocat aurait de tourner à remettre cette somme à son propriétaire. Sinon, si l'avocat refuse, à prendre une sanction, ça peut être une blâme, ça peut être une suspension, ça peut être aussi une radiation, si l'avocat persiste dans ses pratiques. Donc, si nous parlons d'éthique, quelle doit être la meilleure attitude de l'avocat par rapport au juge aussi? En général, et encore une fois, on va toujours revenir à une chose très simple, ce que vous êtes vous-même. Peu importe la décision que prend un juge, le juge ne va pas chercher un dossier. Contrairement à l'avocat qui a le choix pour son dossier, le juge n'a pas le choix. Le juge est assis là, on distribue un dossier, on lui envoie le dossier pour l'entendre, si on est en première instance. Si par contre on est au tribunal, si on est à la cour d'appel, c'est un collège. 3 juges au moins, les juges de la cour d'appel ne font pas de démarche pour leur dossier. On leur donne un dossier. Donc ils sont là, ils découvrent avec les parties la réalité du dossier. C'est en fonction de ce que disent les parties que les juges vont avoir une idée du dossier. Certaines fois, les juges posent des questions pour comprendre. C'est à partir de ce moment, en comprenant, qu'ils pourront prendre la meilleure décision possible. Donc les juges, en principe, moi je parle pour moi,
Moi, j'ai toujours eu d'excellents rapports avec les juges. Je n'ai jamais eu aucun problème avec un juge quelconque. J'ai été victime une fois en pleine séance au niveau du palais de justice. Un juge a pointé son arme dans ma direction. Bon, écoutez, le CSPJ est venu, m'a demandé, est-ce que je porte plainte? Non, moi, je ne porte pas plainte. Il a agi, peut-être qu'il avait mal dormi ce jour-là. Moi, j'ai essayé de défendre un client. J'ai agi en fonction de ce que la loi me donne comme arme pour agir. Non, je n'ai pas porté plainte. C'est un jeune, il s'est trompé, il va se reprendre. Ça s'arrête là. Bon, peut-être que d'autres, dans ma place, auraient souhaité que ce juge s'en aille, comme certains avocats ont fait récemment avec le commissaire du gouvernement. Moi, je pense que dans ce pays, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas qu'on ne peut pas détruire l'homme. Que la meilleure façon de vivre, c'est d'aller les uns vers les autres. La vie a un sens, c'est parce que vous êtes tous là. Vous et moi, nous faisons cette émission, mais on nous voit, nous, à la télé, mais on ne voit pas tous les techniciens qui sont là à notre disposition. On ne voit pas la dame qui est la maquilleuse. On ne comprend pas qu'on ne peut pas exister seul. Nous existons parce que nous sommes un ensemble. Très bien. Mais alors, il y a un point qui vous vient là, c'est l'indépendance à la fois de l'avocat et du juge. Et c'est fondamental. En fait, on le comprend très bien. Je pense que même si juges et avocats se parlent régulièrement, mais chacun sait qu'ils ont une fonction et que chacun sait qu'il faut respecter la fonction. Le bon magistrat, lui, il vient, il prend sa décision, peu importe que nous sommes amis ou non. Moi, je connais un juge qui était très copain. Tous les jours, après le tribunal, le jeudi, le vendredi, je pense, le vendredi, on allait discuter au champ de Mars. On s'asseyait, bon, du temps où le champ de Mars était le champ de Mars, en fait. On discutait. Il se trouve qu'un jour, j'avais un dossier, mais il était juge des référés. Je suis allé plaider un référé devant ce juge. J'ai perdu. Bon, il a été très mal à l'aise pour rendre la décision, mais finalement, il a rendu. C'est son greffier qui m'a remis la décision. D'accord, j'ai fait une voie de recours. J'ai exercé la voie de recours par devant la cour d'appel. La cour d'appel a maintenu sa décision. J'ai pris la décision de la cour d'appel, l'arrêt, je suis allé le voir pour lui dire que tu n'as pas à être mal à l'aise avec moi. Je ne défends pas mon dossier, je défends le dossier d'un client. Le dossier n'était pas bon, je le savais. J'ai exercé une voie de recours, voici ce que la cour d'appel a dit. Voici l'arrêt de la cour d'appel. Donc la cour d'appel a maintenu ta décision qui était une bonne décision. Tu ne peux pas te sentir obligé face à l'ami. On est amis, on sera amis. Moi, je suis avocat aussi. Tu es juge. Quand je parle peut-être au juge, mais je parle surtout à l'ami. Et c'est ainsi qu'on doit agir. À mon sens, c'est ainsi qu'il faut agir. Mais comment peut-on agir pour changer la perception que le public peut avoir de l'avocat? On reviendra toujours au même. Je peux poser la question différemment. Comment peut-on, aujourd'hui en Haïti, si on est monsieur et madame tout le monde, avoir confiance dans le président de la République, dans un sénateur, dans un député, dans un maire, dans un médecin, dans un avocat, dans un juge, dans un commissaire du gouvernement, dans un journaliste? Et si on prend chacun de ces êtres séparément, on va se rendre compte qu'aucun n'agit véritablement avec éthique, dans la majorité des cas. 9 avocats sur 10 n'ont pas d'éthique. 9 politiciens sur 10 n'ont pas d'éthique. 9 juges sur 10 n'ont pas d'éthique. 9 journalistes sur 10 en Haïti n'ont pas d'éthique. Et si on prend les journalistes, il y a 2 types de journalisme en Haïti aujourd'hui. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui font la militance dans la profession. C'est ainsi. Soit le journaliste vous démontre parce qu'il ne vous aime pas et qu'il a été payé pour, soit le journaliste est en face du pouvoir. Il ne donne plus les nouvelles en mettant ceux qui sont pour en face de ceux qui sont contre pour pouvoir éduquer. Les journalistes sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont. Oui, mais alors, puisque nous parlons d'éthique, fonctionnaire du droit, et l'avocat, le fonctionnaire du droit, est un acteur, je dirais, important de la distribution de la justice. Comment peut-on changer de paradigme alors? Pour changer, justement, le terme clé, c'est ça. Il faut changer de modèle. Pour changer de modèle, c'est changer la société. Pour changer la société, il faut un projet social. Il faut que nous soyons tous d'accord et se dire qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui n'est plus un pays. Parce qu'aujourd'hui, toutes les couches sociales sont totalement délitées. Aujourd'hui, Haïti n'existe pas. Aujourd'hui, anthropologiquement, l'homme haïtien n'est pas là. J'ai presque envie de dire ontologiquement, est-ce que l'être haïtien existe aujourd'hui? Parce que regardez nos jeunes qui laissent Haïti pour aller au Chili. Il existe. Parce que c'est un phénomène mondial. Non, ce que je veux dire, c'est que, en principe, si 10%, 20% sont encore là, c'est minime. C'est une goutte d'eau dans un océan de misère, d'incompétence, d'incongruité
est-ce que cette goutte d'eau, cette vapeur d'eau va pouvoir résister? Est-ce que cette vapeur d'eau a la possibilité, a les moyens de renverser tout ça, de devenir un océan pur? C'est de ça dont il s'agit. Et c'est ça le rêve. Je suis encore là, je crois à ce rêve, c'est pourquoi je suis là. Mais je suis lucide aussi. Je vous dis qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que l'avocat, tous les avocats ne sont pas moi. Il faut qu'on se le dise. Moi, je ne me vante pas, mais je sais que je me suis construit parce que j'ai grandi dans un environnement. Je n'ai jamais eu envie de quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours eu des rêves. Je ne déteste personne. Moi, je vis simplement. Je suis en paix. Comme dit Spinoza, être en paix, ce n'est pas l'absence de l'état de guerre. C'est un état d'esprit, de sérénité. On se sent bien en soi. En moi, je suis très bien. Très bien. Nous sommes malheureusement arrivés au thème de l'émission. L'émission qui a pour thème le professionnel du droit entre le droit, la justice et l'éthique. Notre invité, Maître Franck Vanneus. Nous disons un grand merci à Vanneus pour tant d'informations, pour son observation, sa lecture de la pratique de la justice, le rôle de cet acteur important qu'est l'homme de loi, qu'est l'avocat. Eh bien, à vous, nous disons un grand merci et aussi à Vanneus. Merci et à bientôt. À très bientôt.